Donc, on passe à la communication suivante qui parle d'orthopédie en ambulatoire. Monsieur Hullet, merci beaucoup. Pardon. Au nom de la SOFCOT avec les professeurs Sautet et Cour du développement de la chirurgie ambulatoire pour demain en orthopédie, j'ai intitulé, depuis les modifications récentes du journal officiel, l'effet boule de neige. Voilà. Mon parcours est le suivant. Je suis chirurgien orthopédiste au CHU de Caen. Je suis PUPH, responsable du service de chirurgie orthopédique. On a une unité de chirurgie ambulatoire. Et j'avais déjà eu l'honneur de venir dans cette honorable assemblée en 1999 présenter mon mémoire de DEA sur l'analyse du mouvement avec le professeur Franz Langley. Lors des dernières réunions avec la DGOS, le pourcentage d'ambulatoires en France était de 2009. Il a progressé de 1,5% en 2010 pour être à 37,7% au niveau national, toutes spécialités confondues, avec une croissance plus importante pour l'orthopédie de 3%, mais avec quand même des disparités très importantes en fonction des régions. Et de même, au sein d'une même région, il y avait des disparités très importantes en fonction du tissu social et médical. L'objectif qui nous avait été proposé par la tutelle était d'arriver à un objectif merveilleux de 50% en 2016, et cet objectif est-il réaliste ? Initialement, il y avait 17 gestes marqueurs pour la chirurgie ambulatoire et 5 pour la chirurgie orthopédique. L'arthroscopie du genou hors ligamentoplastie, la chirurgie du canal carpien et les autres libérations nerveuses, la chirurgie de la maladie de Dupuytren, la chirurgie réparatrice des tendons et des ligaments à la main et l'exérèse des kystes synoviaux. Et en 2010, les chiffres pour ces 5 actes étaient respectivement de 72% pour les arthroscopies, 69% pour la chirurgie de la maladie de Dupuytren, 92% pour les kystes synoviaux, donc tout à fait acceptable, le canal carpien 87%, et la chirurgie réparatrice des ligaments et des tendons de la main, seulement 85%, et l'objectif affiché qu'on voudrait essayer d'atteindre est d'arriver à grimper au seuil de 95% pour tous ces actes, et nous allons voir comment on peut essayer d'y arriver. Alors pour ça, la SOFCOT a réfléchi en son bureau et a décidé de mettre 2 actions en route. Tout d'abord, il y a eu une première discussion qui est toujours en cours avec la CNAM qui a mis en place une procédure que vous connaissez sans doute tous qui s'appelle la MSAP, qui est une procédure qui m'a valu un échange vigoureux avec Mme Vance, mais qui est une mise sous accord préalable des établissements de santé qui résulte d'une procédure bien administrative comme on sait le faire dans notre pays, qui requiert qu'on demande une autorisation à la sécurité sociale avant de faire une intervention, soit en ambulatoire, on le justifie, on a l'accord avant 48 heures, et le plus souvent l'accord est favorable, et si on ne peut pas le faire, on nous explique pourquoi, et dans ces cas-là, on change nos pratiques. Cette MSAP a été appliquée en France depuis 2006, et quand on voit l'application de cette MSAP, on voit que le taux de chirurgie ambulatoire pour les 17 gestes marqueurs entre 2006 et 2009 a progressé quand même avec un gain moyen de 15 points sur 3 ans, qui est tout à fait significatif. Donc c'est une procédure qui est efficace, un peu contraignante. C'est une feuille de plus dans le millefeuille administratif des établissements de soins, mais c'est comme ça. Et en 2010, la CNAM est revenue vers nous et nous a demandé de mener une réflexion commune avec toutes les sociétés partenaires de la SOFCOT, la Société française d'arthroscopie, l'Association française de la chirurgie du pied, l'épaule, les tumeurs osseuses, la recherche, la chirurgie pédiatrique. Et la CNAM nous a proposé, à partir des actes codés par les chirurgiens, donc ça dépend aussi un peu de nos actions, un certain nombre d'actes qui voulaient qu'on passe en MSAP. Alors nous, on a réfléchi. On ne les a pas tous validés malgré tout, parce qu'on ne voulait valider qu'un nombre restreint d'actes pour ne pas non plus être trop normatif pour tous les praticiens. Et puis d'autre part, Mme Austin avait montré lors des journées de l'AFCA en 2010 que l'effet de la MSAP était limité dans le temps et qu'au bout de 6 mois, il y avait un certain essoufflement de cette contrainte administrative. Et de ce fait, notre réflexion est en cours et nous avons seulement validé qu'un certain nombre d'actes, qui représentent un nombre restreint d'actes en chirurgie orthopédique, vous voyez, 10 actes pour la chirurgie de la main, 3 actes pour le genou, 7 actes pour le pied. Et puis vous voyez, on s'est aussi résisté parce qu'ils voulaient qu'on passe la chirurgie de la luxe valgus en MSAP. Et nous avons bien discuté avec les praticiens et l'ensemble des chirurgiens qui ont dit qu'on incite les établissements qui ont les moyens de le faire, oui, mais qu'on les force, non. Donc on a refusé la MSAP. La deuxième discussion, c'est une demande plus récente de la DGOS au mois d'octobre
qui nous a demandé de travailler sur une liste d'actes, comme un peu les urologues n'ont pas voulu faire, pour déterminer les actes qui pouvaient être potentiellement réalisables en ambulatoire, avec un code couleur typiquement des GOS et des notions de seuil en termes de volume. Alors s'il y avait quand même dans cette liste 40 GHM, vous voyez on est très loin des 4 actes, on est passé à 40 GHM, qui regroupent plus de 500 actes en chirurgie orthopédique. Donc là, l'effet et le seuil est totalement différent. Alors la SOFCOT a refusé tout classement en fonction des seuils. Mais on a accepté de faire des catégories en fonction de la nature des interventions et en demandant à toutes les sociétés de nous lister les actes qui leur semblaient potentiellement, facilement ou non réalisables en 2011, et je dis bien en 2011, pour la chirurgie ambulatoire. Avec bien sûr la réserve que les patients devaient être éligibles. Et on a donc défini 5 catégories. Alors vous voyez, on est très attaché à la sémantique. C'est en vert, c'est les actes potentiellement facilement réalisables qu'on a coté A. En orange, c'est pouvant éventuellement être réalisables. On les a cotés B, ceux-là. En rouge, on a coté ceux qu'on estime actuellement, et je dis bien actuellement, non réalisables en chirurgie ambulatoire. On a laissé une part à la chirurgie innovante et aux établissements de soins qui ont des idées, avec un code couleur particulier qui est pour la chirurgie innovante, s'il y a une possibilité locale grâce à une organisation particulière, de développer plus d'actes en chirurgie ambulatoire. Et puis on a aussi le problème des urgences, notamment au niveau de la main, des urgences différées. Une simple plaie de la main qui n'est pas en regard d'une articulation pourrait très bien être opérée en chirurgie ambulatoire différée. Si elle arrive à 22 heures à l'hôpital, on peut très bien la faire repartir avec un pansement adapté, la faire revenir le lendemain matin dans une unité de chirurgie ambulatoire et l'intégrer dans un programme de chirurgie ambulatoire. Et bien sûr, on a tous demandé à la SOFCOT que ces actes soient réévalués dans un délai de 2 à 3 ans, parce que tout va très vite, et vérité d'aujourd'hui ne sera pas peut-être celle de demain. Alors voilà, c'est ce que je vous ai dit précédemment. La notion de seuil, on a refusé complètement d'entrer dans ce débat-là. Nous pensons que c'est un très mauvais débat. On a aussi demandé à ce que la DGOS et la mission T2A favorisent la disparition de la notion de borne basse. Vous savez que dans beaucoup d'interventions, il y a une borne basse qui est très contraignante et que cela nous permette de diminuer la DMS parce qu'il y a des patients qui vont très bien à 3 jours et qui pourraient sortir à 3 jours plutôt que de les garder 5 jours. Parce que si on les garde moins de 5 jours, eh bien on perd beaucoup, beaucoup d'argent et ce n'est pas viable économiquement. Et puis la SOFCOT avait proposé qu'on élargisse la notion de chirurgie ambulatoire en fonction de l'heure. L'hiver, dans nos provinces, il fait nuit plus tôt qu'à Paris. Et le seuil des 12 heures, il est acceptable l'hiver, mais on souhaiterait qu'il soit augmenté l'été pour que le temps de vacation sur la journée soit plus important. Et puis bien sûr, on n'oubliait pas un élément extrêmement important pour nous, c'est que tout ça soit associé à des moyens humains et techniques, et qu'en termes d'organisation, de qualité et d'efficience, tout cela soit pris en compte par les tutelles. Alors voici quelques exemples que j'ai repris à partir du fichier de la DGOS, mais aussi à partir d'un classement grand public qui a été fait par un journal quelconque sur le PMSI 2010, qui mélangeait pour une fois le public et le privé. Ce n'était pas l'un contre les autres, c'était tous ensemble, avec 23 millions de dossiers, 1500 établissements sur les GHS fournis par les établissements, qui montraient surtout qu'il y avait une bonne offre de soins sur le territoire français, comme ça je ne me mettrai à dos personne, que ce soit du privé ou du public, et qui montrait que, par exemple, pour la chirurgie du canal carpien, que vous connaissez tous, 87% des actes sont faits en chirurgie ambulatoire. L'objectif, c'est 95%. Dans les 80 centres cités dans l'article, ils font en moyenne beaucoup de chirurgie ambulatoire et on fait bien que ce qu'on fait régulièrement. Donc ça, c'est très favorable. Le pourcentage d'ambulatoire est de 93% en moyenne. Mais vous savez bien que la moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a quand même 18 centres qui sont à moins de 90%, donc qui ont un fort potentiel de croissance, et seulement 26 centres sur les 80 qui sont à 95%. Donc oui, je crois qu'il faut travailler sur l'organisation, sur la communication sur l'ambulatoire et qu'il y a un potentiel de progression très intéressant. À l'opposé du canal carpien, je prends la prothèse totale de hanche. Là aussi, nos aînés en auront besoin, et nous aussi un jour. C'est l'intervention la plus fréquente qui a fait le succès de la chirurgie orthopédique, qui est un code qui est archi connu quand on fait de la chirurgie de la hanche, mais qui rentre dans un GHM, groupe homogène de malades. Il faut se mettre à tous ces acronymes nouveaux, qui est le 08C48. C, c'est pour la chirurgie. Les rhumatologues, c'est les M. Et qui a une borne basse à 4 jours. Actuellement, le taux d'ambulatoire en France est 0, malgré tous les articles qu'on voit dans la presse. Sur les 80 centres cités dans les journaux, la DMS moyenne au niveau national est à presque 9 jours.
Donc il y a seulement 21 centres en France sur tout le territoire, privés comme publics, qui arrivent à descendre sous les 8 jours. Donc nous, en tant que société savante, en discutant avec la Société française de la hanche et du genou, on a décrété qu'en 2011, la prothèse totale de hanche était cotée D, dans la catégorie D, non réalisable. Entre les deux, il y a l'épaule. L'épaule, 80 centres, tout type d'activité. 37 000 actes en France tous les ans. C'est en train d'exploser. L'effectif moyen des établissements cités, 465 par an, donc ça fait une bonne activité, avec une DMS de 3,7 jours. Mais des variations extrêmement importantes. 1,7, soit 2 jours, presque une semaine. Et quel est le potentiel et quelle est l'amplitude? Et vous allez voir que ça dépend de quoi on parle. Donc il faut maintenant savoir dans la chirurgie de l'épaule, aller plus loin, rechercher dans les codes, dans les GHM et dans les actes. Ça devient vraiment très compliqué de faire de la chirurgie. Voilà. Par exemple, on se rompt un tendon de la coiffe des rotateurs. Je dis bien un, pas deux, un. Si on le fait par un abord direct à ciel ouvert, le code est le suivant. Vous voyez, c'est un acronyme MJEA0100. Il y en a eu, ça rentre dans le GHM, il faut me suivre, 08C35. Et là, il y a une borne basse, c'est-à-dire qu'en dessous de 2 jours à l'hôpital, l'établissement de soins perd beaucoup d'argent. Et nous, on l'a coté D non réalisable. À l'inverse, pour la même opération, sous arthroscopie, qui est toujours un acte chirurgical, le moyen est différent. Le code n'est pas le même. Et pour une raison qu'on ignore, nous chirurgiens, le GHM change. On n'est plus dans le 08C35, mais on est passé dans le 08C40. Et là, ça se complique, puisque les actes codés par les chirurgiens en France montrent qu'il y a 8% d'ambulatoires. Donc nous, on a dit que sous arthroscopie, ça pouvait être un acte qui avait un devenir et une innovation pour la chirurgie de l'épaule. Fin janvier 2012, on pouvait conclure que la chirurgie ambulatoire se développait. Et à l'époque, il y avait des discussions très importantes que vous connaissez beaucoup mieux que moi sur les fameux A. Il y avait le A annoncé, qui était le paradigme si cher à Gilles Bontemps et ce nouveau concept en langue française. B, le deuxième A qui était l'appliqué, ça c'était la création des UCA, l'incitation tarifaire qui avait été faite en 2009 et puis la fameuse MSAP de la CNAM. Et puis on attendait le troisième A pour ne pas perdre notre triple A qui nous est si cher, qui était l'incitation financière début 2012, qu'on n'avait pas encore au mois de janvier sur la borne basse, bien sûr une gestion de la douleur, et puis surtout une discussion importante que l'AFCA mène avec les chirurgiens, un peu contre certaines fédérations de l'hospitalisation, sur l'organisation avec la qualité, l'efficacité et l'efficience des infirmières reconnues et de la formation des professionnels qu'il ne faut surtout pas oublier. Et ce qu'on ne voudrait surtout pas, c'est perdre ce troisième A. Ça, c'était fin janvier. Et puis, début 2012, il y a eu plein de nouveautés. Il y a une proposition de modification du Code de santé publique, le CSP, c'est encore un acronyme, j'en suis désolé, qui dit que pour les UCA, elles auront la possibilité d'étendre leur durée d'ouverture. La durée de séjour des patients demeurera limitée à 12 heures. En clair, ça veut dire qu'une structure privée pourra faire les 3-8 si elle le veut, au pire. Deuxièmement, il y aura dorénavant la possibilité pour les établissements de soins, privés et publics, de mutualiser les personnels des unités de soins à temps complet avec celui des unités de soins à temps partiel. Vous arrivez un matin, votre infirmière d'ambulatoire est malade, on pourra aller chercher une infirmière dans un service de médecine qui n'a jamais vu un malade de chirurgie et la mettre dans l'unité de chirurgie ambulatoire. Ça, en chirurgie orthopédique, ça nous pose un vrai problème. Il supprime la norme générale d'un infirmier pour 5 patients, ça c'est très bien. Et puis il y a, tout à l'heure, ça a été précisé par mon collègue urologue, il précise l'identification précise des personnes qui devront assurer la continuité des soins. Vous avez vu tout à l'heure qu'en chirurgie maxillofaciale, en urologie, c'est fait par des infirmières. Il est clair quand on veut, peut-être, et c'est ce qu'on pense nous demander demain, nous chirurgiens, de faire l'appel du lendemain. Et il est bien clair que ça va poser un problème d'organisation. Et puis des indicateurs de qualité sur le suivi et la douleur. Et je dois reconnaître que cette pression a été faite sur le code de CSP par la Fédération hospitalière de France et la Fédération hospitalière privée, c'est-à-dire par nos directeurs au sens large du terme. L'incitation tarifaire, elle vient de tomber. Alors il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été proposées et qui sont sorties très récemment dans le journal officiel du 29 février. Vous voyez, je ne vous aurais pas pu vous faire cette présentation. Mais il y a un effet boule de neige. Le journal officiel du 29 février, c'est un merveilleux manuscrit de 435 pages, je vous incite à le lire, c'est passionnant, qui fait le détail de tous les actes. En 2004, pour vous donner une ordre d'idée, on était à 4 actes. En 2012, on est à 14 GHM, avec potentiellement 52 actes potentiels en plus. Ça fait au moins 25 000 séjours à court terme pour cette année 2012.
en sachant bien sûr que le but de la tutelle est de développer un nouvel modèle économique où l'hospitalisation de jour sera la référence et non plus l'hospitalisation conventionnelle. Je vous laisse le soin de deviner ce que cela veut dire, en sachant que le budget de la santé est une enveloppe fermée et qui sera très fermée dans les années qui viennent. Voilà ce que ça donne un petit peu. Pour la chirurgie du croisé, très fréquente dans notre pays, 35 000 interventions par an, surtout après les saisons de ski, surtout quand la neige a été lourde. C'était dans le GHM 08C34. Il y avait une borne basse à 2 jours. En moyenne, au niveau national, 227 cas par centre, c'est très bien. Une DMS, et vous savez qu'il y a des centres qui travaillent bien, juste de 1 pour être juste au-dessus de la borne basse. C'est étudié pour. Et puis qu'il y a des variations importantes. Et puis, ce code, on espérait tous qu'il change. Et les raisons pour lesquelles c'est resté à 2 jours, c'est qu'il y avait la douleur avec le transfert de compétences, la performance, le chemin clinique avec des infirmières de plus en plus dynamiques et motivées, des anesthésies meilleures. Et puis, on voulait aussi surtout qu'il y ait une incitation financière avec cette borne basse qui devait être supprimée et passer en J. Et on l'avait marqué innovant. Et pourquoi c'est important sur le plan financier? Voici les conséquences pour un établissement privé ou public. Vous gardez votre patient de nuit, votre directeur touche 1 639 € ou 3 235 en fonction du centre. Une nuit, vous perdez déjà 500 à 700 €. Vous le passez en ambulatoire pour rentrer, pour vous mettre up-to-date et essayer de faire de la chirurgie efficiente et performante. Là, vous n'êtes plus rémunéré que 746 € et 1191 €. Ce qui fait que pour un établissement de soins privé ou public, si vous faites 250 interventions par an, vous perdez pas grand-chose. 225 000 ou 386 000 €, 450 ou 765 000 €. Il n'y a pas un directeur de soins qui ne peut accepter une telle perte, et il n'y a pas un chirurgien dans le privé qui dans le public n'ira dans ce sens-là. Ce n'est pas possible. Donc on voulait que la borne basse disparaisse, et puis à notre plus grande surprise, elle a été supprimée pour beaucoup de choses, et puis pas pour ça au mois de février. On n'a toujours pas compris pourquoi. L'épaule, ben vous voyez, je reviens à la diapo de tout à l'heure, après le 29 février, les bornes basses ont disparu pour l'arthroscopie, la réparation de la coiffe d'un tendon. Donc ce sera maintenant de l'ambulatoire pur. Donc que vous les gardiez 1 ou 2 jours, ce sera la même rémunération. Par contre, si vous ouvrez l'épaule pour aller suturer le tendon, là vous pourrez encore jouer avec les dates. Mais ça va avoir des conséquences sur nos pratiques et il y a 2 façons de voir les choses. Soit on va inciter tous les chirurgiens à réparer un tendon de l'épaule sous arthroscopie, il va falloir que tout le monde s'y mette. Soit au contraire, ça dépend comment on voit la chose, on peut très bien refuser de le faire pour pouvoir jouer avec les dates, durée moyenne de séjour et les critères d'hospitalisation. Ça, c'est un débat auquel je n'ai pas la réponse. On voit bien que pour le conflit sous-acromial, on l'avait côté A, donc c'est quelque chose que nous, on pensait facilement devenir en ambulatoire. Là, la tutelle nous a suivis, c'est devenu un acte dit en J. Dès que vous voyez un petit J, c'est de l'ambulatoire uniquement. Et là, il n'y aura pas de problème, je pense que tout le monde va suivre. En conséquent, nous, on a quelques interrogations sur cette incitation tarifaire qui ne correspond pas forcément à tout ce qui pouvait être fait. L'opinion des patients, là-dessus, on n'est pas trop inquiet parce que même les patients âgés, même dans les milieux sociaux, dans certaines provinces où il y a un tissu médical pauvre, sont assez demandeurs et la ruralité n'est pas un obstacle. Là où on a plus d'inquiétude, c'est sur l'aspect assurantiel et juridique. Pour l'instant, c'est un grand flou. On a consulté nos assureurs habituels, privés et publics, et on n'arrive pas à avoir de position très claire sur la chose. Le dernier point, ce sera l'adhésion des chirurgiens que j'ai associés aux établissements de soins. Je ne sais pas si je dois les associer ou les dissocier, ça reste à voir. Et puis maintenant, le chirurgien, il doit être expert en actes, ça il le savait déjà, pour la cotation, parce que c'est son gagne-pain, c'est la T2A. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à comprendre comment les actes sont intégrés dans les GHM, et ça, on a un flou qui est volontairement entretenu. Et puis, accessoirement, il faudra qu'on arrive de temps en temps à être chirurgien pour opérer des patients. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, excellent. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est pas grave. Moi, j'ai tout... Ça marche ton truc là? Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Jean Dubousset. Moi, j'ai toujours une question à poser dans cette activité. C'est la pertinence des actes. Enlever une dent de sagesse? Faire une arthroscopie, pourquoi? Pourquoi on avait une explosion des arthroscopies dans le sud-est, sud-ouest de la France, au niveau de la cheville? Pourquoi on avait une explosion au niveau des arthroscopies au niveau du canal carpien, avec les ennuis que ça a donné? Donc, pertinence des actes, ma question. Qui va la contrôler?
je vais demander à l'assistance qui va contrôler la pertinence des actes. C'est une très bonne question. Actuellement, on n'a aucun moyen de contrôler la pertinence des actes parce que dans la qualité, on utilise les indicateurs de qualité, mais l'indication n'est pas tracée dans les dossiers et dans la pertinence des actes, que ce soit par la Haute Autorité de Santé. Il faut quand même reconnaître que la Haute Autorité de Santé a fait des conférences de consensus depuis plusieurs années. Quand même, il faut lui reconnaître ce mérite, qui sont quand même maintenant bien codifiés pour toute la chirurgie dont vous parlez. La chirurgie du canal carpien a été très bien codifiée et la prise en charge des lésions du canal carpien a été très bien codifiée. Depuis, il faut avoir un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques. On est complètement d'accord. Mais pour l'arthroscopie du genou, il y avait eu une première conférence de consensus en 1994 par Henri Dejour avec Bruno Leclerc. Et puis en 2004, l'HAS avec Philippe Beaufils et moi-même avons fait une deuxième conférence de consensus sur la prise en charge des lésions ménisco-ligamentaires. Et ces conférences de consensus s'appliquent. Donc, tout ne peut pas être codifié non plus. Oui, mais tout ne peut pas être codifié non plus. La vie n'est pas qu'un code. Sinon, c'est pas possible. Je voudrais faire un commentaire. C'est un danger tout à fait évident qu'ont souligné à la fois des médecins et des organisations institutionnelles. Et il faut bien sûr faire attention à l'effet d'aubaine qui pourrait entraîner, de même qu'on l'a vu pour la cœlioscopie ou pour d'autres prises en charge, et entraîner éventuellement des accidents, des séquelles, par une augmentation inconsidérée du nombre d'actes. On en est tout à fait conscient. Il faut éviter cet effet d'aubaine. Mais ça rejoint ce qu'on disait un petit peu sur l'interrogation qu'on a, nous, sur l'aspect médico-légal et assurantiel, où actuellement, il y a une absence complète de réponse de la part des assurances. Une question encore. Merci. Oui, c'est Philippe Safar. Paris. Juste une remarque. Bien proche. Je fais de la chirurgie ambulatoire depuis 1985, faisant de la chirurgie du membre supérieur. Donc je suis gâté. Et donc, dans mon groupe où nous sommes 10 chirurgiens de la main, on en fait 3 à 4 000 par an. Et donc, on a une grosse expérience. Et on peut d'ailleurs faire venir les gens à 8h, à 10h, à midi, hein, si on veut étaler les trucs. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce ne sont pas uniquement des Dupuytren et des Canocarpiens et des Doarceau. On nous répète ça tout le temps. Mais je fais des ostomies de radius, des ostomies d'humérus, et les gens sortent le jour même. Et ça a effectivement simplifié la chirurgie. C'est-à-dire j'ai appris à mettre des redons partout quand j'ai fait de l'orthopédie, et maintenant j'en mets plus. Vous n'en mettez plus du tout. On est complètement d'accord. Merci pour ce commentaire. Je pense que Corinne. On dit que quand on fait de l'ambulatoire, on peut avoir une diminution des recettes, mais aussi on a une diminution des coûts. Oui, parce qu'il y a moins de coûts. Et pas parler de coûts. Non, tout à fait. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, si la DGOS a supprimé certaines bornes basses pour certains gestes et pas d'autres, c'est parce qu'elle a ciblé les gestes pour lesquels la durée moyenne de séjour était inférieure à 4 jours. On est bien d'accord. Mais... Et donc, dans l'exemple, c'était supérieur à 4 jours, et je pense que c'est plus... Non, sur le ligament, on n'a pas compris, parce qu'on l'avait demandé avec insistance à la DGOS, avec les conseillers de Mme Poder à l'époque, et on avait insisté là-dessus, parce qu'il y a des centres qui ont commencé. Et le problème, les centres qui ont commencé ont arrêté à cause de l'impact financier. Parce qu'on ne pourra pas non plus augmenter le nombre d'interventions par an. On ne pourra pas aller au-delà d'une certaine limite, parce qu'on nous a dit, vous opérerez plus. Oui, mais le problème, c'est qu'opérer plus, la tutelle ne veut pas non plus qu'on opère beaucoup plus. Parce qu'on est dans une enveloppe fermée, je le répète, et même si le fait de faire d'ambulatoire va diminuer des coûts d'hospitalisation, d'architecture, de soins infirmiers la nuit, de lits, et que les nouveaux hôpitaux dans les années qui viennent, je suis bien placé pour le savoir en Normandie, auront beaucoup moins de lits, il faudra quand même qu'on n'augmente pas indéfiniment la chirurgie, parce que sinon on fera ce que disait M. Dubousset, on opérera des gens qui n'ont rien. Et là c'est dangereux. J'ai une question, Béotien. Il y a une incitation qui peut intéresser les établissements, qui peut intéresser le remboursement. Est-ce qu'il y a une incitation, est-ce qu'on envisagera un jour une incitation financière pour les chirurgiens? Moi, je poserais bien la question à un monsieur qui est là, qui s'appelle Monsieur Bontemps. J'ai fait un calcul sur la consultation exacte. La consultation de chirurgiens en secteur 2, puisque la plupart des chirurgiens sont en secteur 2, en 1988 était de 19 €, en 2011 et de 23 €.
le SMIC, en 1988, était de 2 euros. En 2011, il est de 9,89 euros. Donc il y a eu un facteur qui varie de 360 à 400%. J'ai repris les tarifs des actes de la Sécurité sociale, puisqu'il se trouve que j'étais président de la commission d'expertise du COPIL de la SCCM et que j'ai travaillé sur toutes les spécialités, et que c'est un sujet que je connais pas trop mal. Et qu'on sait très bien qu'en chirurgie, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, la revalorisation prévue des actes a été faite à moins de 25% de ce qui était prévu. Ce qui fait qu'actuellement, par exemple, une prothèse de hanche qui, je crois, est codée à 450, enfin, coûte 450 euros, si on avait mis le coefficient multiplicateur de simplement le SMIC, serait maintenant à 2100 euros. Donc, tout est faussé par ça. Et ça serait bien que sur le plan, et ça c'est pas du syndicalisme, c'est simplement des chiffres et des faits. Ça serait bien qu'au niveau des tutelles, on puisse discuter avec ça. Alors qu'il faille peut-être pas augmenter la chirurgie d'un coefficient de 360% parce que le SMIC a augmenté de 360% et qu'on peut imaginer qu'il y ait des coefficients de correction, c'est tout à fait vrai. Mais il faut savoir, et M. Bontemps c'est d'ailleurs très bien aussi, il faut savoir que sur le plan chirurgical, la rémunération des actes, pour des raisons politique n'a pas voulu être faite et que malheureusement ça aboutit, parce que personne n'est parfait, de temps en temps à des déviances qui sont mises. Et ça, pas uniquement en France, aux États-Unis, c'est également connu. Et que si ceux qui avaient décidé à l'époque avaient dit il vaut mieux rémunérer correctement des actes qui, par définition, sont des actes non répétitifs. Quand on retire quelque chose, on ne peut pas le faire 36 fois. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi que l'Académie doit envisager et discuter. Je voudrais juste que M. Bontemps, si l'Académie m'en donne le feu vert, puisse nous donner son avis, puisque lui, il est de la nappe et il a une vision un peu différente de la nôtre. Mais très court alors, Gilles. Voilà, je reviendrai quand même sur les fondamentaux. L'acte chirurgical est le même. Il n'est pas plus court, il n'est pas plus long en chirurgie ambulatoire qu'en hospitalisation traditionnelle. Mais par contre, l'organisation est différente. Et je pense que c'est au niveau de l'organisation où effectivement il y a des progrès extrêmement importants à faire. Mais sur la question... Tout à fait. Tout à fait. Mais là, on n'est pas sur l'acte chirurgical en lui-même, on est sur la prise en charge globale, effectivement, du patient. Où là, c'est un autre débat. Monsieur le Président, il faut qu'on avance. Merci beaucoup.